C'est parti pour ce grand direct. Messieurs et dames, bienvenue à tous, mais d'abord les titres. Séraphine Tolougou, vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a fait savoir que la RDC n'a des comptes à rendre à personne et tient à ce que son armée soit forte pour faire face à ses ennemis. Elle l'a dit au sortir de sa rencontre ce jeudi 29 décembre avec le vice-gouverneur du Nord Kivu. Ouverte le 30 septembre, la session parlementaire dite de septembre à l'Assemblée à l'Assemblée provinciale du Lualaba s'est clôturée ce jeudi 29 décembre. Celle-ci a été fructueuse pour le Capitole qui a voté plusieurs édits. C'est tout pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Encore une fois, bienvenue messieurs et dames. Plusieurs forces sous-régionales de l'EAC sont sollicitées pour l'instauration de la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. De ce fait, Michael Mutuila et John Sindié ont rencontré quelques analystes du Lualaba sur la question de savoir si la sous-traitance sécuritaire avec certains pays mettait à mal la souveraineté du pays. Suivez leur réaction dans ce récit. La coopération militaire avec d'autres pays ne peut en aucun cas constituer un problème à la souveraineté nationale, mais une force redoutable contre l'ennemi de la paix, pense Théo Mafo. Donc, comme nous étions avec cela, nous devons faire valoir notre leadership, un peu comme ce que font les Américains, les Chinois et tant d'autres. Dans les conseils de sécurité, ils pèsent ce qu'on appelle les droits de veto. Nous avons l'uranium, nous avons le cuivre, nous avons le coltan, nous avons la grandeur. Mais nous devons peser notre droit de veto, mais à une condition qu'on puisse avoir des stratégies de développement, de progrès dans tous les domaines. Avis contredit par Christian Massoudi, qui selon lui estime que la souveraineté nationale ne doit pas être mise en jeu par la sous-traitance de la sécurité, la RDC étant un pays souverain. Je pense que cette situation va nécessairement impacter sur la souveraineté du pays. Puisque cette force qui vient de l'extérieur, on ne sait pas, ils viennent avec quel agenda. Alors il serait prudent. Il serait vraiment prudent pour les dirigeants du pays de pouvoir stopper cet état de choses. Par ailleurs, ces deux analystes pensent qu'il faudra réorganiser et équiper efficacement l'armée congolaise pour la rendre beaucoup plus compétitive sur le terrain, au lieu de recourir aux forces étrangères. Parce que chez nous, parfois, le mal est systémique. Vous vous rappelez, il y a certains généraux qui vendaient les armes. C'est des généraux qui bradaient pratiquement les stratégies, qui livraient les stratégies. Vous sentez qu'il y a un problème au niveau interne que nous devons corriger justement pour éviter à ce que n'importe quel voisin entre n'importe comment. Ce qu'il y a, c'est que notre pays a une armée, c'est-à-dire les dirigeants du pays de la République démocratique du Congo devaient prendre des mesures idoines pour voir dans quelle mesure il faut beaucoup plus équiper notre armée congolaise. Il faudrait que les dirigeants voient dans quelle mesure on peut définitivement sortir de la crise qui se vit à l'Est. Donc je pense que ce n'est pas une meilleure des solutions. Le peuple congolais doit en outre conjuguer ensemble afin d'éviter des infiltrations et des divisions qui fragilisent davantage sa sécurité, ont poursuivi ces analystes. Et puis, les ruptures des alliances politiques en République démocratique du Congo sont devenues récurrentes jusqu'à mettre le Congolais dans la perte d'espoir du développement. Après le récent cas, notamment le départ de Moïse Katumbi de l'Union Sacrée, est-ce que les animateurs issus de sa formation politique sont-ils obligés de démissionner de leur poste ministériel? Que dit la loi en cette matière? Sylvain Katolomba et Maître Joseph Mouland éclairent la lanterne dans ce récit d'Olivier Capende. Après plusieurs tensions politiques en République démocratique du Congo, les ruptures des alliances qui conduisent à des démissions des acteurs influents sur des postes de décision. Dans d'autres institutions, les acteurs sont contraints de démissionner. Que dit la loi de la République démocratique du Congo en cette situation? La démission, c'est un acte qui relève de l'éthique politique. Le gouvernement est un organe politique. Quand quelqu'un adhère verbalement et il y sort également verbalement. Mais les conséquences politiques doivent être
suivi tout de suite. De toutes les façons, il y a une turbulence politique en RDC par rapport aux institutions. Plus on a besoin, n'est-ce pas, de porter des lunettes, on avait besoin d'en porter parce qu'on savait déjà, tous les Congolais étaient au courant, que l'odeur de sainteté n'existait plus entre deux formations politiques. La démission, c'est un acte administratif. C'est ainsi que nos lois sont organisées. Pour le professeur Sylvain Kantolomba et maître Joseph Moulande, tout ne doit pas être politisé. Le mieux est de travailler pour le compte du pays et non des individus. On ne soutient pas le chef de l'État en étant seulement ministre. Il faut que l'homme politique congolais puisse donner, servir de modèle à la société congolaise et non la politique du ventre et la politique de poste. Et si nous voulons voir tout avec l'œil politique, ça nous complique. Mais s'il y a de l'objectivité, vous comprendrez que ça ne posera aucun problème. Et lorsqu'on a démissionné, ça doit être un acte volontaire, pas un acte forcé. Or, vous savez qu'en politique, les alliances se font et se défont. À tout moment, ça peut se former, à tout moment, ça peut se casser. Alors, lorsqu'on accède à des fonctions politiques, à des fonctions publiques, on cesse d'être la personne des personnes. On n'est plus au service de l'individu, on est au service de l'État congolais. Selon eux, la démission relève de la grandeur. Personne n'a le pouvoir de contraindre quelqu'un à démissionner, ont-ils ajouté. Restons sur ce même chapitre, cette fois-là dans l'est du pays, une vingtaine de partis politiques membres de l'Union sacrée en Ituri ont, à travers une déclaration mercredi, déploré la non-réalisation de plusieurs promesses faites par le gouvernement de la République. Ces fédérations provinciales se sont exprimées au cours d'une matinée politique de réflexion organisée sous le thème Bunia, réfléchir sur les défis qui bloquent le développement socio-économique de la province de l'Ituri. Les détails, c'est dans ce récit de Linda Kalenga Mugangu. Selon le coordonnateur adjoint de l'Union sacrée pour la nation dans la province de l'Ituri, la rencontre avait pour objectif de rappeler aux responsables locaux à l'approche des élections que plusieurs promesses faites à la population de cette province n'ont pas été tenues, notamment le défi sécuritaire qui peine à être relevé et embrase la province depuis plus de 3 ans maintenant. Il a aussi souligné quelques projets de développement qui n'ont pas abouti, entre autres, la construction de plusieurs tronçons de la voirie urbaine ou encore de la modernisation de l'aéroport national de Bunia. À en croire le coordonnateur adjoint de l'Union sacrée pour la nation dans la province de l'Ituri, il est temps de réveiller la conscience de tous ceux qui décident pour que les choses avancent vite et que l'Ituri puisse revêtir de sa nouvelle robe. Cette déclaration est rendue publique au moment où certains ministres du gouvernement central, cadres du parti politique Ensemble pour la République, membres de l'Union sacrée, notamment Cheriban Okendesinga, ministre d'État chargé du transport et voies des communications, Christian Mwandon Simba Kaboulou, ministre d'État chargé du plan, ainsi que Véronique Kilombankoulou, vice-ministre de la Santé, ont présenté mercredi leur lettre de démission au gouvernement congolais. La République démocratique du Congo n'a de comptes à rendre à personne. Nous tenons à ce que notre armée soit forte pour faire face à nos ennemis. Propos de Séraphine Tulungu, vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant, au sortir de sa rencontre ce jeudi 29 décembre avec le vice-gouverneur de province du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Romy Ekuka Lipopo et quelques membres du comité provincial de sécurité. Pour elle, le chef de l'État est déterminé à doter la RDC d'une armée forte pour la défense de l'intégrité du territoire national. Suivez la vice-ministre de la Défense, Séraphine Tulungu, dans cet extrait choisi pour vous par notre correspondant Patrick Sialoa. Nous savons que nous tous, nous avons vécu des temps difficiles dans notre pays, mais nous croyons qu'avec l'aide de Dieu, nous avons quelqu'un que Dieu qui a placé, comme il avait placé à son temps Moïse, comme il avait placé Joseph, comme il a placé Daniel et Josué, qui pourra nous amener à la terre promise. Donc nous croyons au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce qu'il a la volonté politique, à ce que notre pays puisse bien marcher, et il tient à ce qu'il puisse mener l'armée à devenir puissante et forte. Et dans toutes les réunions, même dernièrement, le 25 décembre, il a été avec les femmes militaires, il a mangé avec les femmes militaires, moi-même j'étais là,
femme militaire dont le mari se trouve au front. Et il a donné le message qu'il lui-même va s'occuper de l'armée et de leurs dépendants. Et vraiment, c'était très bien. Et nous prions le Seigneur pour que le Seigneur permette qu'il puisse réaliser ça et que notre armée puisse devenir forte, parce que nous n'avons de compte à rendre à personne. Ça, c'est notre pays. C'est Dieu qui nous a donné ce pays. C'est Dieu qui a fait de nous des Congolais. Et nous tenons à ce que notre pays puisse émerger. Je pense qu'il y a un temps pour toutes choses. Toutes ces choses vont prendre fin. On va se rendre dans le Haut-Katanga où le gouverneur de province a reçu en audience ce mercredi 28 décembre 2022 dans sa résidence officielle du gouvernorat le directeur général adjoint de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI, Jacques Kabulakatwe et Bruno Chibangu ont échangé sur la collaboration entre l'ANAPI et le gouvernement provincial pour attirer les investisseurs en province. À l'issue de cette audience, le DGA de l'ANAPI, Bruno Chibangu, s'est confié à la caméra de Ida Chileo depuis Lubumbashi. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Il nous a expliqué vraiment beaucoup de choses que nous ne connaissions pas quand nous étions à Kinshasa, nous l'apprenions. Il nous a vraiment éclairé sur la situation. Nous l'avons soutenu dans sa politique, une très bonne politique qui puisse permettre à faire élire le chef de l'État ici dans le Haut-Katanga. Et nous estimons que, je crois, il sera majoritairement élu dans le Haut-Katanga si jamais ce que nous venons d'apprendre sera réellement bien réalisé. En dehors de cela, je suis directeur général adjoint de l'ANAPI. ANAPI signifie l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Je lui ai présenté ce que signifie l'ANAPI. Je lui ai donné un bon nombre de documents pour qu'il puisse aussi se documenter davantage. Et j'ai même insisté sur le fait que les gouverneurs de province pourraient vraiment faire un effort pour que nous puissions collaborer normalement entre le gouvernorat et l'ANAPI, Kinshasa. Mais sinon, il a vraiment montré qu'il est disponible et il va travailler avec l'ANAPI dans le contexte actuel de développement. Restons dans la même province. Le sultan du Mali, l'honorable Badjan Hamatou, a tenu un point de presse ce jeudi 29 décembre 2022 à la résidence du Mwami Mulongo de Lubumbashi. Il était question pour le chef traditionnel du Mali de donner ses impressions sur les récentes manifestations de commémoration du 131e anniversaire de la mort du chef Mwenda Msiri. Regardez. Après la 131e commémoration de la mort de Moussiri à Bunkeya, le sultan du Mali, l'honorable Badjan Hamatou, l'un des invités du grand chef Mwami Mwenda Bantou, a tenu à donner ses impressions. Sa Majesté Mwami et toute la population de son royaume et tout ce que j'ai eu la chance à rencontrer ici en République démocratique du Congo, qui est un pays aussi ami du même. C'est au cours d'un point de presse organisé à la résidence privée du Mwami à Lubumbashi. Au nom du Forum des rois d'Afrique, l'honorable Badjan a rendu hommage au grand chef Mwami Mwenda Bantou. Il faut reconnaître que Sa Majesté Mwami Mulongo est l'un des légitimités traditionnelles, des chefferies traditionnelles d'Afrique, telles que je le connais parce que je l'ai traversé. Qui fait son devoir vis-à-vis de la responsabilité qu'il a vis-à-vis pour le peuple congolais et particulièrement pour la population de son royaume. Il faut lui reconnaître vraiment cette qualité. Devant les professionnels des médias, l'honorable Badjan Hamatou a focalisé son exposé sur les efforts que le Forum des rois d'Afrique fournit pour le gain de paix dans les pays africains touchés par les conflits armés et terrorisme, notamment la RDC et le Mali, son pays. C'est pas les forces militaires, ce
ce n'est pas la justice humaine, ce n'est pas les forces de sécurité. C'est nous les chefs, c'est nous. C'est par ce point de presse que le sultan du Mali finit son séjour en RDC pour regagner le Mali. Et puis, l'Assemblée provinciale du Lualaba a clôturé ce jeudi la session parlementaire de septembre. La cérémonie s'est déroulée en présence des membres du gouvernement provincial et plusieurs autres invités. Et la session de septembre a été fructueuse pour l'Assemblée provinciale du Lualaba qui a voté plusieurs édits. Les détails avec Didi Zamba. Ouverte le 30 septembre 2022, la session parlementaire de septembre à l'Assemblée provinciale du Lualaba s'est clôturée ce 29 décembre. À cette cérémonie de clôture, plusieurs invités ont rehaussé leur présence, à l'instar des membres du gouvernement provincial, des membres du Conseil provincial de sécurité et de différents animateurs des entreprises publiques. Le président de cet organe délibérant en province, Louis Kamonine Tumbou, a dans son discours de clôture salué les élus provinciaux pour leur participation active au cours de cette session. C'est pour moi une occasion de vous inviter à vulgariser les édits votés et promulgués dans vos circonscriptions électorales pendant ces vacances parlementaires. Par la même occasion, j'invite les chevaliers de la plume et du micro à accompagner l'institution dans cette démarche. C'est dans cet élan que je fais appel à votre sens élevé de responsabilité pour continuer à exercer la plénitude de vos compétences durant le reste de notre mandat. Pendant les vacances parlementaires, la loi veut que les élus aillent à la rencontre de leurs électeurs afin de palper du doigt leur quotidien. Après cette cérémonie, quelques élus provinciaux ont salué le travail qui a été abattu au cours de cette session. C'est notamment le rapporteur de l'organe délibérant qui a épinglé différents faits qui ont émaillé cette session et le rapporteur adjoint Weber Mouchaïla qui est revenu sur certains édits qui ont été votés au cours de la session de septembre. Ils sont à la caméra de Teddy Dizamba et John Mema. Nous venons de clôturer la session de septembre qui est une session essentiellement budgétaire. Et le premier programme le plus important, c'est le budget de la province du Lualaba pour l'exercice 2023. Et ce budget a été voté et nous avons doté à la province un outil capable de lui permettre de s'attaquer au développement des entités. C'est-à-dire que le budget a été voté pour que l'exécutif ait un outil qui lui permettra de développer la province dans tous les secteurs, que ce soit dans les infrastructures, que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans le social, et j'en passe. Et comme c'est une session budgétaire, les élus du Lualaba ne se sont pas arrêtés qu'au traitement du budget 2023. Nous avons aussi fait le travail parlementaire pour lequel nous avons été élus. C'est notamment les contrôles et le vote des édits. Il y a eu des édits, vous savez, au niveau de notre province, quand nous parlons des édits, c'est une loi qui a seulement son espace provincial. Et nous donnons les outils à l'exécutif pour pouvoir accéder ou travailler à l'intérêt de la population. Il y en a eu autant et je pense que vous aurez des retombées. Et ensuite, on n'a pas aussi oublié à sécuriser la vie des honorables députés. Vous savez, après le Parlement, disons après le mandat, souvent les honorables députés rechutent et d'autres sollicitent même d'être chauffeurs des autres honorables députés en exercice, ce qui n'est pas prompt. Et donc nous avons fait un édit aussi par rapport à cette sécurité sociale et survivre aussi sur base de ce qu'il a eu à contribuer pendant son mandat. Et là, ça va rester toujours, c'est un édit qui va rester d'exécution, qu'on nous revienne ou pas, mais on va sécuriser tout le monde. Autre chose, lancement de la campagne Une église, un arbre ce jeudi 29 décembre à Kolwezi. La structure de la société civile Ensemble pour l'environnement a procédé à cette cérémonie à l'église 30e CPECO, paroisse Bethany du quartier Moïse Chombe. L'objectif est de voir les fidèles des églises adhérer au projet jardin scolaire qui vise un reboisement d'1 milliard d'arbres d'ici 2023 en République démocratique du Congo. Détail dans cet élément de reportage. La cérémonie a débuté par la prière et le mot du révérend de cette église pentecôtiste Bethany qui a donné l'importance de la plante à travers les prescrits bibliques.
Pour l'homme de Dieu, en tant que chrétien, l'arbre représente la vie car c'est d'elle que provient la croix. Nous voulons parler de l'arbre. Ceci ne va pas à l'encontre de la parole de notre Seigneur. Selon Michael Rante, président de cette structure de la société civile Ensemble pour l'environnement, cette campagne s'inscrit dans le sens de l'accomplissement du projet Jardin scolaire et que le projet Une église, un arbre a été initié pour accompagner celui du chef de l'État. C'était un grand projet qui était en cours, mais dans la province du Lualaba. Ce projet a été matérialisé également par le financement du Fonds forestier national qui nous a financé, nous, en tant que société civile, pour exécuter, n'est-ce pas, la production de plusieurs milliers de plantules. Et ces plantules là-bas, il y a certains que nous allons mettre en terre à 40 km de la ville de Kolwezi. Et nous avons pensé aussi prendre une partie pour reboiser notre ville, parce que notre ville est vraiment en grande nécessité d'avoir beaucoup de plantes. C'est pourquoi vous voyez que nous sommes venus aujourd'hui en ces lieux, dans cette église du 30e CPECO, pour lancer cette campagne. Par la même occasion, il a invité les représentants des autres églises qui seront visés à faire preuve d'hospitalité. Et nous allons venir dans vos églises, dans vos parcelles, planter des arbres gratuitement. Et ce que nous vous demandons, c'est de prendre soin de ces arbres et de mobiliser les fidèles, de les sensibiliser, n'est-ce pas, à la culture, à l'éducation environnementale, de protéger l'environnement. Cette campagne ira jusqu'à plus de 40 km de la ville de Kolwezi, a fait savoir Michael Rante. À cette occasion, le gouvernement provincial a été invité à accompagner ce projet à intérêt général. Et puis les pluies de ces derniers jours à Kolwezi comme dans le territoire voisin de Muchacha sont à la base de plusieurs conséquences comme le débordement des eaux ou pire encore l'écroulement des maisons d'habitation. Entre lenteurs dans l'exécution des travaux de canalisation, multiplicité des entreprises sur un même chantier ou tout simplement l'abandon des autorités, les victimes désespérées tentent encore de lancer un appel au pouvoir public pour une solution durable. Léopold Kingou a fait le tour dans quelques quartiers victimes des dégâts de pluie de la nuit du mercredi 28 au 29 décembre. Suivez les détails dans ces images choquantes dans le grand reportage réalisé par Léopold Kingou. May it be an evening star. Après la pluie, c'est le lait ou même le mauvais temps dans certains quartiers de Kolwezi. Au quartier Moïse Tchombe, communément appelé Kamagnola, la prière des habitants de l'avenue Kazadi, perpendiculaire à l'avenue Katakokombe, est celle de ne pas voir la pluie tomber. Les eaux venant de l'avenue Ikuku, récemment modernisée mais sans canalisation, finissent leur course ici, selon Santos qui a dû se réveiller tardivement aujourd'hui. Question de voir les eaux s'étasser dans sa cour. Avenue Ikuku, après avoir kuitengeneza, barashinda kukanalize bien mai. Banafika katikati ya avenue Ikuku, banafanya bizi mwa kule chini. Ile bizi kunafanya kama mai inakuya ya mingi yote et qu'on a dirigé. Après la modernisation de l'avenue Ikuku, les eaux n'ont pas été bien canalisées. Il y a une buse qui ne peut pas contenir les eaux qui déferlent sur l'avenue Kazadi. Il nous faut attendre 2 heures après la pluie pour sortir de nos maisons. Parce que même les eaux de Joli Site arrivent jusqu'ici. Juste canalisation barifanya mubaya mu Ikuku, ile inafanya mai yote ya mvula. Haina paka ya Mkamanyola na ile inatoka kote Joli Site. Yote kunatelemuka inafika Mkazadi. Ndipo mnaona hata depuis mvula risha depuis zamani mais mai kupaka natelemuka mbalabala. Pour contenir ces eaux, avec le moyen du bord, ses habitants essayent de les canaliser avec des sacs de sable. Peine perdue, car rien n'a pu faire obstacle aux eaux qui débordent aussi de canalisation de Katakokombe, visiblement trop étroite. Par rapport à l'avenue Kazadi, nous souffrons. Oui, pourquoi? Parce que vous avez vu vous-même, vous venez de le constater, c'est toute une rivière. Imaginez-vous pendant la nuit, si nous dormons, et que vous savez que l'eau n'a pas de barrière. Ça fait faire écouler tous ces sacs qu'on a mis pour la protection afin que l'eau ne puisse pas entrer dans nos parcelles. Dans cette cour commune, la propriétaire de la parcelle n'en peut plus. Veuve de son état civil, elle est fatiguée de promesses venant des autorités. Elle risque de perdre sa parcelle, son seul bien de valeur.
Les canalisations sont étroites, elles sont petites. Je suis une veuve et maintenant ma parcelle est inondée. Où irai-je? Je ne saurais pas louer une maison. Puisse l'autorité provinciale qui nous appartient à tous résoudre cette situation. À Jolie Cité, notre quartier construction un peu plus moderne, le risque est celui de perdre tout ce qu'on a investi, comme sur l'avenue Dr Scotty, où cet hôtel qui a perdu ses murs des soutènements ne tient plus qu'à un fil. Pareil sur l'avenue Deoda Kapenda, où de passerelles de fortune sont installées pour permettre l'accès aux parcelles. Quoi qu'il en soit, Hervé, qui travaille comme maçon, risque de voir tous ses efforts perdus à cause de canalisations non achevées depuis 3 mois et qui sont devenues des têtes d'érosion. Situation inafanyika hapa ni mvula ile ya jana. Ile mvula ya jana ilikuwa ni mingi sana. Tualamuka na shibusubi tualapa au mshantie mais tualamuka busubuhi. Tuangalia déjà érosion qui chokachika déjà ibambashi clôture mais chopita déjà fissure. La pluie de cette nuit était grande. Nous nous sommes rendus compte le matin que les terres ont cédé, la clôture s'est affaissée. Depuis qu'ils ont pratiqué cette canalisation et ne l'ont pas achevée, les eaux l'agrandissent et cela est favorisé aussi par la qualité du sol de Jolie Cité qui est fait du sable. Il est grand temps de résoudre ceci. Avant, il n'y avait pas ce type de canalisation, on vivait en paix. Sinon, ce quartier n'existera plus à l'avenir. Donc, il n'est pas obligé, il ne faut pas que ma travaux à côté de la lenteur dans l'exécution de travaux, cette situation est due aussi à la multiplicité des entreprises qui font ces travaux à encore Paulin, ému par ses débuts de perte de sa parcelle. La première entreprise était EKMM, une deuxième entreprise est venue, Logitech, maintenant c'est Mouska qui est à l'œuvre. Mais on constate avec amertume ce matin, on se réveille, vous voyez déjà que le clôture, le parcelle de personnes sont en train de tomber. Là on ne demande pas une clémence, quelqu'un. C'est de notre droit que nous demandons qu'on vienne arranger la route. On ne peut pas supplier quelqu'un parce que c'est la responsabilité de l'État de prendre en charge ses administrés. Janvier et février sont des périodes de pluie régulières à Kolwezi. Le risque reste donc au bout du nez. Il est donc urgent que le pouvoir public pose un geste salvateur en faveur de cette population. Et pour finir, les travaux de construction des caniveaux sur l'avenue Mushima ont repris depuis près de 13 jours sur place. Nous avons rencontré le chef de chantier qui nous a fait savoir que le terrain était à la base de la destruction des tranchées construites avant et qui a causé des dégâts matériels sur ce tronçon. Entre-temps, les habitants plaident pour la durabilité des ouvrages construits. Suivez. D'entrée des jeux, la population la plus impactée négativement par la détérioration des caniveaux construits récemment a décrié la non prise en compte de leur situation. Pour elle, les travaux n'ont pas été bien réalisés et ils ont mis longtemps sans être achevés. Que retenir? Le gaspillage de l'argent du contribuable, ont dit ses habitants. Ils avaient dit qu'ils devaient passer à ranger. Jusqu'à présent, pas de suite. Nous souffrons énormément. Regardez, les toilettes sont détruites et même les maisons. Les maisons sont détruites à cause des eaux de pluie. Près du pont Fachi Béton, une maison est affectée par les eaux de pluie en abondance. Visiblement, un trou est foré en aval pour permettre l'évacuation des eaux. Par conséquent, les travaux sont remis en cause par cette population qui émet les suggestions. Il n'y a pas de suivi, que l'on change d'entreprise. Depuis que les travaux ont commencé, il n'y a pas d'avancée. Qu'on appelle même les Chinois. En février 2023, on va totaliser 3 ans avec ce chantier. Sur place, l'ingénieur Olivier Chunza, chargé des opérations sur le chantier, nous a fait savoir que la destruction des autres caniveaux est due au terrain sur lequel se font les constructions et que les nouveaux ont une durée de vie d'au moins 50 ans. Au moins après, je suis sûr, après 50 ans, on peut être sûr de revenir encore réparer le travail. Au cas où ça manifestait des petits incidents, donc nous serons là toujours pour venir réparer. On n'avait pas encore terminé totalement, il y avait pratiquement 200 mètres qui nous restaient, mais vu que c'est sur un terrain accidenté, ça créait un peu des désagréments qui ont fait à ce qu'on a encore plus ou moins 400 mètres à gauche et à droite. Et voilà qui met un terme à ce grand direct. Messieurs et dames, j'étais heureux de vous présenter l'un de mes derniers journaux de l'année 2022. On se retrouve prochainement.